parents, chers amis. L'incontournable. Où est mon autre téléphone? Je suis en ligne. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne, partagez le direct, chers parents, chers amis. Partagez le direct, partagez-le, on quitte ici. Partagez-le, on se laisse en même temps. Partagez le direct, on se laisse. C'est chaud. Partagez le direct, on se laisse. Partagez le direct, on se laisse. L'incontournable. L'incontournable. Partagez le direct, on se laisse. Ah, vous êtes connectés. Partagez, 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 partagez. Partagez le direct, Tatia. Partagez-le vite fait. Partagez le direct. Et donnez-moi mes étoiles. Hein. N'hésitez surtout pas à me donner mes étoiles. Mettez le direct dans les différents groupes. Mettez ça dans les groupes, sur vos pages, sur vos murs. Voilà. Pour que ceux qui aimeraient bel et bien écouter puissent écouter. Ceux qui aimeraient bel et bien regarder puissent regarder. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons parler des sanctions de l'UE contre la Russie, ainsi que la situation militaire sur le terrain. C'est très important. Qui ne veut pas avoir d'informations? Qui? Donc tout le monde veut se renseigner pour mieux connaître ce qui se passe. Tout le monde veut se renseigner pour mieux connaître ce qui se passe. Et la part de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique doit faire très attention? Ouais, l'Afrique doit faire très attention. Parce que tout ça là, l'Afrique n'est pas épargnée. Ce qui se passe, l'Afrique a son mot à dire. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme nérien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Bougou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, des la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des sanctions de l'UE contre la Russie, ainsi que la situation militaire sur le terrain en Ukraine. Il faudrait que ça soit clair. Donc nous allons démarrer. Mais avant de commencer, j'aimerais bel et bien saluer toutes les personnes, femmes et hommes qui me suivent, enfants comme vieilles personnes qui me suivent, je vous salue, que le bon Dieu vous bénisse. Voilà, et donc après avoir fini de le dire, nous allons rentrer dans le but du sujet, c'est très important. Momo Ouattara, big up à vous, Mohamed, Alan Le Peng, big up à vous, Roger Anderson Zoku. Big up à Maître Roger. Mademoiselle Feuille. Big up à Mademoiselle Feuille. Amen Nyakate. Big up à vous, Ibrahim Soumaoro. Big up à Maître Ibra. Jeanne Begoué. Big up à vous, Madame Jeannette. C'est très important. C'est très important. Le mec bien. Ok. Alors, vous savez, aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui parce que c'était hier aux environs de 0 heure, c'est-à-dire à 24 heures, l'UE a trouvé une entente pour imposer des sanctions, d'après eux, ils disent embargo sur le pétrole russe. Parce que beaucoup ne comprennent pas, quand ils disent embargo sur le pétrole russe, cela ne veut pas dire que la Russie ne peut plus vendre son pétrole à d'autres pays. Non, c'est parce que nous, en Afrique, on est habitué à cette histoire d'embargo. Quand on dit qu'ils ont mis embargo sur un pays africain, ça veut dire que le pays africain ne peut plus commercialiser avec n'importe quel pays au monde. Et donc, on est cloîtré dans notre petite zone. On ne peut plus commercialiser avec n'importe qui à travers le monde. Eux, quand ils disent embargo, ils parlent d'embargo européen. C'est-à-dire, au sein de l'Union européenne, il y a au moins 27 pays.
Si on ajoute le Canada et l'Amérique, ça fait au moins 27, 28, 29 pays qui commercialisaient avec la Russie sur le plan énergétique. Parce que le Canada produit son propre pétrole, les États-Unis d'Amérique produisent son pétrole et son gaz, mais ça ne suffisait pas. Et donc, les Américains importaient le pétrole russe, ou importaient au moins 8 à 10% du pétrole russe sur le continent américain pour pallier le manque, parce qu'ils n'arrivaient pas à produire assez pour s'autosuffire en matière énergétique sur le plan pétrolier. Et donc, ils importaient le manque qui est de 10% sur le territoire russe pour envoyer ça aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Donc, après que les États-Unis aient refusé d'importer encore du pétrole de la Russie, ils sont allés voir les Vénézuéliens. Ils sont allés voir Maduro pour demander aux Vénézuéliens de remplacer le pétrole russe. Pour que, donc, dorénavant, les Américains, ils vont au Venezuela pour acheter du pétrole. Ce qu'ils achetaient en Russie, là, ils s'en vont acheter ça maintenant au Venezuela. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oh, c'est eux qui avaient mis sanctions contre Maduro. Mais aujourd'hui, ils voient que ça ne va plus. Ils sont allés même, ils ont délégué des gens, des diplomates pour aller voir Maduro pour dire, bon, écoute, on voulait te faire tomber, mais on ne veut plus te faire tomber. Nous voulons que tu nous donnes au moins 10% de ton pétrole parce qu'on en a besoin, puisqu'on ne traite plus les Russes dans ce domaine. Et donc, c'est le Venezuela qui remplit le manque du pétrole du côté américain. Alors, donc les Européens, ils continuent toujours à payer le pétrole russe, le charbon russe et le gaz russe. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'en matière d'énergie, l'Europe dépendait beaucoup. Il y a d'autres pays européens qui dépendent de la Russie à 100%, d'autres 40%, d'autres 26%, d'autres 50%. Et donc, ça dépend de la géographie, ça dépend des pays. Est-ce que vous comprenez? Voilà, les pays qui n'ont même pas de colonies dépendaient à 100% en matière d'énergie du côté de la Russie. Donc, les Européens, parce qu'ils sont engagés dans une guerre économique, les gens qui ne savent pas là, parce que la guerre, c'est l'opération spéciale qui se passe en Ukraine là, ne voyez surtout pas histoire de militaire. Ce qui se passe en Ukraine, c'est vague. Il y a la politique. Donc, c'est un duel politique, un duel diplomatique à travers le monde, un duel militaire à travers l'Ukraine et un duel économique à travers le monde, dans tous les domaines. Et donc là, le jeu qui se passe, tous les coups sont permis. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui disent non, la Russie n'arrive pas. Non, non, non. La Russie est confrontée. Même la Chine, qui est la Chine, les Européens et les Américains n'ont jamais combattu la Chine de la manière ils sont là combattre les Russes. Est-ce que vous comprenez même? Les Européens et les Américains n'ont jamais combattu la Chine de la manière ils sont là combattre les Russes. Pourquoi? Parce que pour eux, la Chine, quand ils disent la vraie menace c'est la Chine, ça c'est une manière de voiler. Et puis ils disent non, la Russie ne représente rien. En réalité, les Européens et les Américains ont peur plus de la Russie que de la Chine. Je répète, les Européens et les Américains ont peur plus de la Russie que de la Chine. Parce que pour eux, même si la Chine est forte économiquement parlant, la Chine ne peut pas les empêcher d'atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire c'est-à-dire le désordre, le nouvel ordre mondial. Donc le nouvel ordre mondial qu'ils veulent imposer à l'humanité tout entière, la Chine n'est pas une menace pour eux. La Chine n'est pas une menace pour eux et la Chine ne conteste pas. Dès lors qu'ils font du business avec les Chinois, pour les Chinois ce n'est rien. Eux, tout ce qu'ils veulent, ils veulent quand même avoir leur mot à dire dans cette histoire de nouvel ordre mondial. C'est-à-dire l'unipolarité. Et donc les Chinois, leur vœu, c'est d'être le leader de ce nouvel ordre mondial. Mais les Russes, eux là, ils ne sont pas d'accord avec ce nouvel ordre mondial. Les Russes disent que dans cette histoire de nouvel ordre mondial là, il faudrait que ça soit multipolaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un seul État ou bien une seule entité puisse diriger
l'humanité tout entière, ont bien imposé son dictat à tous les États du monde. Et c'est ce que les Européens et les Américains, ils ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans leur conscience, l'Europe plus l'Amérique, ils forment un seul État. Ils sont dans une coalition, une union. Donc pour eux, ils sont un seul. Ils se font appeler les Atlantistes, les Européens. Donc quand on dit Européens, eux, dans leur tête, ça fait partie des trucs. Il y a les Américains dedans parce que dans le passé, ce sont les Européens qui sont partis aux États-Unis, c'est-à-dire sur le continent américain pour conquérir ce continent. Donc, ils se disent, les habitants de ce continent-là, ils sont aussi Européens. Donc, pour eux, dans leur tête-là, Amérique, Canada, Europe, c'est un seul peuple. Et donc, ils sont unis, Union européenne. Et donc, dans cette bataille, ils disent que l'Union européenne doit diriger le monde. Et qu'aucun autre pays n'a le droit de dire ce qu'il veut. Et que c'est à eux de tracer le monde, c'est à eux d'imposer de la manière le monde doit être dirigé, c'est à eux d'imposer la vision unique. Donc, ils veulent un monde unipolaire, la vision unique, la loi unique, la démarche unique. C'est ce qu'ils veulent. Donc, la Russie est une menace pour eux. Les Américains avaient voulu déclencher cette même guerre contre les Chinois. Les Européens se sont abstenus. Ils ont dit non, 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 nous, ça ne nous regarde pas. Nous, voilà, les Chinois, Chine, ce n'est pas un vrai problème pour nous, mais c'est la Russie. Donc, ils peuvent vous faire croire que non, la Russie ne représente rien. Le PIB russe équivaut à celui de l'Italie, à celui de l'Espagne. Ça ne vaut rien. C'est un nain politique. La Russie est une naine économique. La Russie ne vaut rien, n'a pas une armée puissante. Est une puissance régionale, ceci, cela. Ça, c'est pour vous tromper. Le vrai adversaire des Européens, c'est la Russie. Je viens. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est pour voiler. Ils disent non, les Américains, l'Europe n'intéresse plus aux Américains, que c'est l'Asie qui intéresse les Américains. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est pour vous emballer. Certes, l'Asie intéresse les Américains, mais les Européens, eux, ils se disent qu'au niveau de l'Asie, ils n'ont aucun souci. Mais au niveau de l'Europe, c'est là qu'il y a le souci. Et les Américains, ils ont cette aussi vision. Et donc, ce qui se passe là, les Européens, c'est-à-dire les Américains et les Européens, ils sont dans une bataille contre la Russie. Quelqu'un qu'on dit, il a une économie, un PIB qui vaut à celui de l'Espagne ou de l'Italie. Mais ça suffit pour que l'Amérique, elle seule, détruise l'économie de la Russie. Mais pourquoi l'Amérique seule n'arrive pas? Elle ne parvient toujours pas à détruire l'économie russe. Une économie qui est si faible, qui est comparable à celle de l'Italie et de l'Espagne. Les États-Unis, qui sont puissants, qui eux seuls se permettent de mettre un embargo tout entier sur un pays, eux asphyxier le peuple ou bien les populations de ces pays. Pourquoi cette même États-Unis-là n'arrive même pas à le faire vis-à-vis de la Russie? Si la Russie était tellement faible économiquement parlant, militairement parlant, mais les Américains allaient y parvenir. Mais ils font tout, mais ils n'y parviennent pas. Pourquoi? Et pour parvenir à leur fin, ils demandent maintenant l'aide, parce que c'est une aide. Ils lancent un appel aux Européens de rentrer dans la bataille. Et donc les Américains ont demandé aux Européens, aux pays européens, de se mettre ensemble pour combattre la Russie. Ce qui veut dire que les chansons qui vous ont toujours fait écouter, les chansons qui vous ont fait écouter là, ce sont des chansons erronées. Ce sont des chansons mensongères. Et que la vérité, ça y est ailleurs. En réalité, la Russie est forte économiquement parlant. Militairement parlant aussi, la Russie est forte.
Et donc, les États-Unis qui ont pour habitude de mettre embargo sur des pays et les asphyxier, détruire ces pays, les États-Unis d'Amérique, eux seuls n'ont pas pu détruire l'économie russe. Militairement parlant, ils ne peuvent pas menacer la Russie. Économiquement parlant, détruire l'économie russe, ils ne peuvent pas. Alors, ils ont besoin d'aide internationale. Ils ont besoin d'une aide internationale pour réussir leur coup. Et quand ils vont réussir, ils vont dire non, les Américains ont gagné la guerre économique contre la Russie, ou bien ils ont gagné la guerre militaire contre la Russie. Mais ils ne vont jamais dire que le monde entier, une grande partie du monde est venu à leur secours. Mais ils vont toujours mettre leur nom devant pour dire ils sont forts, ils sont puissants. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui se passe là, c'est une guerre économique. Et donc l'Europe qui achetait son énergie chez les Russes. D'ailleurs, ça va arranger les Russes, je vais vous le dire. Qui avait pour habitude d'acheter son énergie du côté chez les Russes, a décidé, cette Europe a décidé de rompre ce marché qui les liait. Donc, ils sont là faire de façon progressive. C'est-à-dire, ils se sont donné un délai, ils se disent, bon, d'ici fin de l'année 2022, il faudrait qu'ils cessent d'importer le pétrole russe. Mais, à quelques exceptions, il y a certains États à qui ils ont fait des exceptions, comme la Hongrie, la République tchèque et d'autres trucs, la République tchèque et un autre État, qui vont toujours continuer à acheter du pétrole russe à travers des pipelines, c'est-à-dire des tuyaux. Le pétrole passe dans le tuyau sous la mer pour arriver chez eux, parce que ces États-là ne sont pas encore prêts et pour laisser le pétrole russe définitivement. Et donc, ils laissent l'opportunité à ces États-là pour que ces États-là puissent se préparer dans la durée. Est-ce que vous comprenez? Puissent se préparer dans la durée pour pouvoir trouver d'autres énergies afin d'abandonner l'énergie russe. Donc, en faisant cela, ils ont un seul but. Le but, c'est qu'ils pensent que la Russie leur donne l'énergie et puis eux, ils payent. Donc, en cessant de payer cela, alors ils ne vont plus donner des milliards à la Russie. Donc, ce qui affaiblirait l'économie russe. Et donc, une fois l'économie russe affaiblie, l'économie russe n'aura plus les moyens de financer son armée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils savent que là où ça y est, là, militairement parlant, ils ne peuvent pas s'hasarder sur le terrain ukrainien pour dire qu'ils vont lancer une offensive contre les Russes ou bien déclencher une guerre ouverte avec la Russie. Donc, ils font en sournoiserie. Et tout ce qu'ils font, ils disent, bon, nous ne sommes pas partie prenante, nous ne sommes pas partie prenante, nous ne sommes pas partie prenante. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Mais, ce qui se passe, ils veulent non seulement affaiblir l'économie russe. Une fois que l'économie russe est affaiblie, la Russie n'aura plus les moyens pour financer son armée, n'est-ce pas? Et donc, ce qui va faire que l'armée russe sera très faible. Pendant ce temps, eux, ils vont augmenter leur budget militaire. Donc, l'Allemagne a décidé de passer à 100 milliards de dollars pour son armée. Donc, constituer une armée puissante. La France va augmenter son budget militaire. La Pologne, pareil. La Belgique, pareil. La Hongrie, l'Italie, l'Espagne. Donc, tous ces pays-là vont augmenter leur budget militaire pour avoir une armée puissante. Pendant ce temps, pendant qu'ils se préparent pour avoir une armée puissante, parce qu'eux, ils prévoient une guerre contre la Russie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire l'industrie militaire russe. Il faut détruire l'économie russe pour pousser le peuple russe à se révolter. Non seulement se révolter pour que la Russie puisse être divisée en plusieurs petits États. Parce que c'est une fédération. C'est-à-dire plusieurs petits États qui ont formé un pays qui fait au moins 17 millions de kilomètres carrés. Donc, le plus grand État du monde, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, c'est la Russie. Et donc, cette Russie-là regorge assez de richesses dans son sous-sol. Que ce soit dans la mer, dans le sous-sol et tout. Et donc, eux, ils veulent s'accaparer de ces richesses. Puisqu'ils n'ont pas d'énergie. Mais pour s'accaparer de ça, il faut marcher sur les Russes. Mais pour marcher sur eux, mais Atia, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne peuvent pas leur déclarer une guerre ouverte. Alors, il faut d'abord casser l'industrie militaire russe. Et pour casser cela, il ne faudrait pas que assez d'argent rentre en Russie. Et donc, la Russie, si elle n'a plus assez d'argent, elle ne peut plus financer son armée. Ce qui veut dire que la Russie n'aura plus les moyens pour
aller vers une technologie du futur. Même si les Russes connaissent ces technologies, si même ils savent fabriquer certaines armes, mais ils n'auront plus de moyens. Tu connais quelque chose, mais si tu n'as pas les moyens pour mettre la chose sur table, tu fais comment? Tu connais ça, ça y est dans ta tête, tu as mis ça sur papier, mais pour réaliser ça, tiens, c'est un problème. Tu fais comment? Tu dis, ah, moi je maîtrise ça, mais les moyens me manquent. Ah oui. Et puis eux maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si la Russie n'a plus de moyens pour son armée, si la Russie est incapable de financer son armée, eux maintenant, ils vont recruter les cerveaux russes. Est-ce que vous comprenez? Ils vont leur proposer des gros marchés en Europe pour dire, mais qu'est-ce que vous foutez dans votre pays? Vous n'avez même pas de quoi manger, venez. Et donc les cerveaux russes, c'est les grands scientifiques russes qui travaillent pour l'industrie militaire russe, eux tous ils vont fuir. Et donc la nouvelle technologie dont dispose la Russie, que les Européens n'arrivent même pas à maîtriser, ces Russes qui ont permis à la Russie d'avoir de nouveaux missiles hypersoniques, ils seront obligés de fuir pour venir en Occident. Et ils vont montrer cette technologie aux Occidentaux. Et une fois que cette technologie sera dans la main des Occidentaux, alors l'Occident va utiliser cette technologie pour menacer l'existence même de la Russie. Et même ils sont capables d'aller à une guerre nucléaire parce qu'ils vont se dire, nous disposons de trucs, de moyens militaires sophistiqués parce qu'on a découvert la technologie sur laquelle la Russie comptait pour nous menacer avec ces armes nucléaires, Samad, Satan 2, on sait maintenant, et donc nous aussi on va fabriquer pour nous. Et si la Russie est affaiblie militairement parlant, les Européens sont capables de permettre aux autres États européens de fabriquer leurs propres bombes nucléaires. Parce que leur objectif, ils se disent qu'ils sont dans une coalition. Et donc la bombe nucléaire n'aura plus de limite pour eux. Ils vont dire, mais si on donne l'ordre aux autres États de fabriquer des armes nucléaires, la Russie ne peut pas empêcher ça, puisqu'elle est affaiblie militairement parlant. Elle ne peut pas agir. Elle sera dans son coin, crier, personne ne va les écouter. Et donc ça aussi, ça rentre dans leur vision. Et ils vont dire, bon, les pays limitrophes de la Russie, quand vous vous sentez menacé, fabriquer des armes nucléaires, la Russie n'aura pas les capacités militaires de vous attaquer. Et une fois que vous aurez les armes nucléaires, la Russie ne pourra plus vous menacer, parce que si elle vous menace, vous aussi, vous allez menacer la Russie. Et donc, c'est dans cette tendance, ils voulaient permettre à l'Ukraine d'avoir les armes nucléaires. Comme la Russie a intervenu, ils se sont dit, bon, ils ont foiré notre plan, mais on va revenir. Il faudrait qu'on détruise l'industrie militaire russe, l'économie russe, comme ça la Russie sera très faible, très affaiblie. Et les autres États, c'est-à-dire si la Russie affaiblit, ils vont déstabiliser la Biélorussie, ils vont encore s'azader sur le terrain militaire ukrainien pour permettre à l'Ukraine encore de se doter d'armes nucléaires. La Biélorussie, s'ils font un régime change et que le nouveau dirigeant qui vient, il est pro-européen, ils vont dire il faut avoir l'arme nucléaire, la Lituanie, la Slovaquie. Et donc, les pays qui sont aux alentours de la Russie, ils vont les verrouiller. Et ces pays-là seront une menace pour la Russie. La Russie sera une puissance, ne sera plus une puissance régionale, mais il aura un équilibre entre la Russie et les pays limitrophes, même si ces pays limitrophes sont petits. Donc, voici leur vision. Une fois cela, alors les Européens feront ce qu'ils veulent à travers le monde. Personne, aucune Russie ne pourra leur mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'on peut bel et bien tout dire, la Chine est riche, je n'en disconviens pas. Mais la Chine n'a jamais opposé, ne s'est jamais opposée aux Européens sur le plan militaire dans un conflit quelconque à travers le monde. Il n'y a qu'une fois en Corée que cela est arrivé. Mais en dehors de sa zone, en dehors de son précaré, à travers le monde, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique et tout, la Chine ne s'est jamais, que ce soit le Moyen-Orient, la Chine ne s'est jamais opposée militairement parlant. Et donc, militairement parlant, la Chine n'est pas une menace pour l'Occident. C'est la Russie. Parce que la Russie permet à la balance d'être équitable. Quand un régime est menacé, il suffit d'appeler la Russie et puis les Occidentaux, ils se calment. Mais une Russie affaiblie, mais tous les régimes seront balayés qui ne vont pas se soumettre à l'Occident. Les Occidentaux vont faire des régimes change. Même s'il faut les amener à la CPI, ils vont les attraper un à un pour les amener à la CPI et les juger. Et le monde entier va se soumettre aux Occidentaux. D'où le soutien de la Russie. De la part des Africains, c'est très important. Les Africains ne doivent pas être des gaous. Les Africains ne doivent pas être des ignorants.
il faut soutenir la Russie parce qu'une Russie faible, c'est fini, c'est mort pour l'Afrique. Et je vais vous dire maintenant ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'Europe compte sur l'Afrique. Voilà pourquoi elle a décidé de mettre un embargo sur le pétrole russe. Et regardez dans leur discours, Emmanuel Macron dit, mais nous allons aider les Africains. Est-ce que vous comprenez même? Ils ne disent pas qu'on va signer des partenariats gagnant-gagnant avec l'Afrique. Ils disent non, ils vont aider les Africains à développer leur secteur énergétique pour alimenter l'Europe en énergie. Toujours c'est eux qui aident. Mais ils ne disent pas que bon, l'Afrique va nous aider en énergie. Non. Dans ça encore, ils se mettent en position de force. Ils se mettent en position des gens qui dominent. Eux qui n'ont plus d'énergie. Eux qui auront un problème d'énergie, qui seront obligés d'aller chercher cette énergie en Afrique, c'est-à-dire le pétrole, dont disposent les pays africains, la majeure partie des pays africains. Ils disent non, c'est eux qui vont aider les Africains pour les alimenter. Et puisqu'ils savent que nos dirigeants qui sont là-bas, ils ne peuvent pas fixer les prix de nos matières minières, de nos matières premières. C'est eux, Européens, qui vont fixer ça. Donc pour eux, c'est une manne pétrolière qui les attend en Afrique. Pourquoi payer l'énergie dans la main des Russes, où les Russes, même si c'est à bas prix, les Russes leur donnaient ça à un bas prix. Hein. Voilà, ce n'était pas le prix qui était sur le marché global. La Russie diminuait le prix de l'énergie envers l'Europe. La Russie diminuait le prix. Mais malgré ça, ils ont dit non, 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 ils ne veulent plus. Et qu'ils veulent aller en Afrique. Ils ont dit ça. Ils ont dit ils vont voir le Qatar et l'Afrique. Et déjà, le chancelier allemand, il est déjà parti au Sénégal. Parce qu'ils ont dit ils ont découvert une manne pétrolière au Sénégal. Donc ça les intéresse. En Côte d'Ivoire aussi, ça intéresse déjà les Européens. Le pétrole qu'ils ont découvert en Côte d'Ivoire. Au Mali, ce qui se passe, c'est que dans le désert malien, c'est-à-dire le territoire malien, il y a assez de pétrole. Au Niger, il y a beaucoup de pétrole. C'est-à-dire dans l'Afrique de l'Ouest et du Nord, il y a beaucoup de pétrole. Donc pour eux, ils quittent la Russie, ils s'en vont en Afrique pour voler le pétrole africain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas nos dirigeants qui vont fixer les prix. Eux, ils vont aller là-bas, ils vont dire c'est nous qui amenons la technologie, vous ne savez rien faire. Comment vous allez exploiter votre pétrole? Vous ne connaissez rien, c'est nous, on va tout faire. Donc, écoutez, si le baril, je viens, le problème pour les Africains, c'est qu'on n'a aucune technologie pour exploiter le pétrole, que ce soit dans la mer, que ce soit le pétrole onshore ou offshore. Nous, Africains, nous n'avons aucune technologie pour exploiter ces genres de pétrole. Donc, eux, ils vont aller là-bas avec leurs différentes sociétés. Arriver là-bas, ils vont dire, bon, comme c'est nous qui fournissons les matériels pour exploiter votre pétrole, alors on prend 90%, on vous donne 10%. S'ils sont gentils, hein, s'ils sont gentils, c'est là ils vont nous donner 10%. Sinon, en réalité, ils prennent 95%, ils nous donnent 5%. Et donc, c'est un pétrole volé. C'est un pétrole gagné gratuitement. Et donc, en retour, ils vont venir en Europe ici avec ce pétrole. Et maintenant, les pays qui vont envoyer des sociétés en Afrique pour exploiter ce pétrole, ils vont revendre ce pétrole entre eux, pays européens. Donc, ça fait d'eux des pays producteurs de pétrole. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la logique? C'est-à-dire, d'acheteurs de pétrole, ils deviennent pays producteurs de pétrole. Parce qu'ils vont aller voler ce pétrole gratuitement en Afrique. Imaginons la France, imaginons l'Allemagne, imaginons l'Italie, ils vont tous aller en Afrique avec leur société exploiter le pétrole. Bon, eux, ils ont des raffineries ici. Mais ce ne sont pas tous les pays européens qui ont des sociétés d'exploitation de pétrole. Donc, arriver ici, les autres pays de l'UE, parce qu'ils ne vont pas donner ce pétrole gratuitement. Non, ils vont demander aux autres pays de l'Union européenne que eux, ils ont des solutions, ils ont du pétrole, donc les autres pays n'ont qu'à acheter dans leurs mains. Et donc, non seulement, ils vont nous donner un 5% en Afrique, eux, ils prennent 95%, ils viennent ici. Non seulement ce pétrole va leur permettre de permettre à leurs concitoyens de bien vivre, mais ils vont revendre notre propre pétrole aux autres pays. Et c'est ce que la France fait.
dans le domaine de l'uranium, non seulement ils prennent l'uranium nigérien, ils prennent au moins 96%, ils donnent 4% au Niger, et en retour, la France revend l'uranium pour les pays qui ont des centrales nucléaires. La France revend, elle enrichit maintenant l'uranium et elle revend ça. Et donc, c'est comme si sur le plan mondial, la France est le pays producteur de trucs de l'uranium. Parce qu'elle vend plus d'uranium qu'elle ne l'achète. Parce qu'elle a le privilège d'aller prendre ça dans les pays africains et ça donne beaucoup d'argent à la France. Et c'est ce qu'ils veulent faire pour le pétrole. Pour le pétrole, hein, qu'ils ne vont plus avoir, ils ne vont plus obtenir au niveau de la Russie. Ils veulent obtenir ça en Afrique. Et donc, ils seront très agressifs envers les Africains. Très, très agressifs. Les dirigeants qui vont vouloir négocier. Parce que ça, c'est une très bonne opportunité pour les Africains. Si nous, Africains, on était indépendants et qu'on décidait de notre propre énergie, aujourd'hui, là, l'Afrique allait se développer. Avec cette histoire d'énergie, cette histoire de pétrole. Tous les pays pétroliers de l'Afrique allaient se développer. Mais malheureusement parlant, les pays africains ne vont jamais se développer. Parce que eux, ils vont aller, c'est eux qui vont fixer le prix. Ils vont nous donner 4% ou 5%. Ils vont prendre le reste, ils vont aller revendre ça sur le marché intérieur européen et gagner des milliards. Et nous, on va ramasser des miettes. Est-ce que vous comprenez? Mais les pays qui vont refuser d'aller dans leur sens, ils vont faire des coups d'état contre eux. Parce qu'ils ne sont plus là pour jouer. C'est une question de vie ou de mort pour eux. L'énergie, ils ne jouent pas avec. Les Européens ne peuvent pas jouer avec l'énergie. Quand ils disent non, ils veulent être indépendants, énergiquement parlant. Mais ils ne vont pas être indépendants. Leur indépendance, ils pensent que l'Afrique leur appartient. Et donc, aller prendre ça là-bas, pour eux, c'est une indépendance énergétique. Ce n'est pas pour dire qu'ils vont inventer une technologie, même leur technologie éolienne. Souvent, il n'y a même pas de vent en Europe ici. Ça ne marche pas. Les hélices ne tournent pas. Et ça ne donne pas de courant. Ils n'ont pas de barrages hydroélectriques pour avoir de l'électricité à gogo. Il manque de certaines choses. Donc, leur technologie qu'ils ont inventée là, ça ne fonctionne pas. Souvent, l'énergie solaire, souvent, il n'y a même pas de truc de soleil. En hiver, il n'y a que de la neige qui tombe. Ça ne produit pas assez d'énergie. Donc, ils ont des problèmes. Donc, il n'y a que le nucléaire et le pétrole pour sauver l'Europe. Et donc, eux, ils voient ça en Afrique. D'où l'importance de la prise de conscience des citoyens africains et des dirigeants africains. Si les dirigeants africains ne prennent pas conscience, l'Afrique va devenir pauvre de jour en jour. Parce que là, ils ne vont pas jouer. Auparavant, ils nous donnaient 4%. Mais maintenant, c'est 2% qu'ils vont nous donner. Parce qu'eux, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ça manque, l'énergie va manquer en Europe, sur le territoire européen. Donc, ils sont capables de nous donner 2%, notre propre truc en matière. Ou bien nos propres matières, ils vont nous donner 2%, ils vont prendre au moins 98%. Ils n'en ont rien à foutre. C'est la course contre la montre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qui se joue en ce moment. Donc, c'est une bataille mondiale. D'autres diront non, ce qui se passe en Ukraine, nous, on s'en fout de ça. Oui, il ne faut pas t'en foutre de ça. Ça te touche, ça va te toucher directement. Les décisions prises par les Européens ici, ça va toucher l'Afrique directement. Parce qu'ils comptent sur les Africains. Le côté gaz, ils sont là d'en dîner un tout petit peu. Parce que pour le moment, ils n'ont pas encore identifié beaucoup de pays africains disposant d'un grand nombre, un grand gisement de gaz, permettant à l'Europe d'être indépendante gazière, sur le plan gazier. Donc, ils sont là, ils titubent. Mais quand ils vont découvrir que tel pays africain a un grand gisement de gaz, mais vous allez les voir. Ils vont dire, on ne veut plus le gaz russe. On ne veut plus le gaz russe, on veut être indépendant dans le domaine du gaz. L'Afrique va nous... Et puis ils vont courir pour aller en Afrique. Et ce gaz-là, ils ne vont pas jouer avec. Ils vont être très violents. Quiconque veut s'opposer à eux, quiconque veut dire le prix sur lequel ils doivent acheter ça, ils vont l'abattre. Ils vont le tuer, ils vont l'éliminer même. Parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Je viens.
Attends, tu veux paix? Je viens, excusez-moi. Donc, vous comprenez. Donc, ils ont sanctionné le pétrole russe. En ce moment, vous allez voir les recherches sur le continent africain. Ils vont multiplier les recherches à la recherche de gaz. Ils vont aller chercher le gaz. Puisqu'ils ont déjà identifié des pays où il y a le pétrole. Il y a le Gabon, le Nigeria, hein, il y a le Ghana, la Côte d'Ivoire, hein, il y a le Tchad, il y a le Niger, il y a tout comme le Sénégal. Et oui, la Mauritanie, là-bas, ils ont découvert assez de gaz et du pétrole, la Mauritanie. Il y a l'Algérie qui a beaucoup de gaz. Mais les Algériens, ils résistent. Donc, ils ne peuvent pas aller faire n'importe quoi en Algérie. Donc, du coup, les pays que je viens de citer, et je pense que le Kenya, il y a aussi le Kenya et tout. Mais côté Kenya, là, ce sont les Arabes qui payent ça beaucoup. Ça va vers le Golfe. Même si les Arabes ont beaucoup de pétrole, mais ça va vers l'Asie que de venir vers l'Europe. Donc, ces pays que je viens de vous citer, il y a aussi la Centrafrique, il y a le Congo. Donc, vous allez voir la violence monter encore d'écran au Congo. Au Congo, là-bas, ils vont faire augmenter la violence. De telle sorte que les Congolais ne puissent rien voir dedans. Et ils vont continuer de piller. Est-ce que vous comprenez? Et donc, tout ça, et puis il y a aussi le Togo. Voilà, ils ont découvert un grand gisement, un gros gisement de trucs de pétrole au Togo. Hein? Et tout. Donc, avec tout ça rassemblé, vous constaterez que la décision qu'ils ont prise pour emmerder les Russes, c'est parce qu'ils ont trouvé un marché ailleurs, l'Afrique. L'Afrique. Et les Africains vont souffrir. Si les Africains étaient indépendants, aujourd'hui l'Afrique allait devenir riche. Parce que les Européens allaient acheter des milliards de mètres cubes de pétrole sur le continent africain. Mais malheureusement parlant, ils vont aller chercher ça gratuitement. Et eux maintenant, ils vont devenir des pays producteurs de pétrole. C'est à eux maintenant de revendre ça aux autres pays du monde. Vous voyez? Mais ce qui se passe là ne va pas affecter la Russie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le fait de renier le pétrole russe, non seulement parce que la Russie, elle seule, représente 30% de production mondiale de pétrole dans le monde. Je répète, la Russie, elle seule, représente au moins 30% d'exportation de pétrole mondial. Donc, tous les autres pays accumulés, eux, ils font au moins les 70%. Même l'Arabie Saoudite est un grand pays, est un pays producteur de pétrole, je n'en disconviens pas. Mais la Russie, elle seule, fait au moins 30%. Donc, vous comprenez l'impact. Donc, l'Europe, en laissant le marché russe, ça va booster le prix du pétrole sur le marché global. Ce qui va faire qu'il va encore avoir des répercussions en Afrique. Parce que le carburant va commencer à coûter cher. Puisque le marché, le pétrole sur le marché international, le prix va augmenter. Donc, si ça augmente, les gens qui ont les stations-service, ils payent ça cher. Donc, dans les stations-service, là, aussi, ils vont augmenter les prix pour avoir leurs bénéfices. Ils ne vont pas toujours maintenir le prix pour faire des pètes. Eux aussi, ils veulent des bénéfices. Donc, les prix vont augmenter. Donc, ceux qui sont en Europe, ne soyez pas surpris de voir dans les jours à venir le litre de l'essence qui va coûter au moins 3 €. Ou bien même aller jusqu'à... Parce qu'aux États-Unis, à Texas, j'ai vu que le litre du carburant, ça coûte 8 $. 8 $. Auparavant, c'était dans les 1 $. Mais aujourd'hui, je vous parle, ça coûte 8 $ dans certains États américains. Et les Américains commencent à se plaindre. Joe Biden dit non, c'est Poutine qui fait ça. Donc, vous comprenez, en Europe, le prix allait augmenter assez. Mais ils ont trouvé une solution pour bloquer. L'État mise de l'argent, donne de l'argent pour éviter que les prix augmentent. Mais à un moment donné, leurs réserves vont s'épuiser. À un moment donné, ça va exploser. Et donc, du coup, qu'ils veulent ou pas, les prix vont augmenter. Parce qu'en Afrique, quand ils vont aller là, c'est pas maintenant, ils vont arriver là-bas. Là. Il faut d'abord explorer les endroits, il faut installer les machines. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps pour exploiter le pétrole. Et donc, pendant tout ce temps que ça va mettre pour qu'ils aillent
exploiter le pétrole africain, mais les prix vont augmenter et les citoyens européens vont payer cher. Oui, mais en Afrique, il y aura pénurie de carburant. Hein. J'ai averti en même temps les Africains. Mon frère, tu as raison. Parce que les Européens ne vont pas rater ça. Hein. Ils vont prendre tout essence qui est là-bas. Là, ils vont prendre ça pour enlever. Eux, ils en ont besoin. Maintenant, dans nos pays, là, on va manquer d'essence. Ah, vous ne savez pas. On dit non, ce qui se passe en Ukraine. Non, non, non. Décision qu'ils viennent de prendre là. L'Europe va manquer de trucs de pétrole. Quand on dit pétrole, il y a gasoil, il y a essence. Tout ça, là, ça fait partie du pétrole. Il y a kérosène, d'avion. Tout ça, là, c'est le pétrole. Donc, pétrole, là, ça englobe beaucoup de choses. Donc, eux, comme ils manquent de ça, mais en Afrique, comme ce sont des caniches qui sont au pouvoir, mais vous pensez que quoi? Ils vont nous caresser, ils vont nous donner 50%, eux-mêmes, ils en ont besoin, mais ils vont tout prendre. Donc, ils vont nous donner au moins 2%. S'ils exploitent au moins 1 million de barils par jour, ils vont dire à nos États, mais écoutez, 1 million de barils par jour, mais écoutez, prenez 50 barils, nous on prend le reste, le nombre du reste des barils. Ils vont mettre ça dans des trucs, dans des gros navires pour partir en Europe. Et donc, comme ils vont produire, tout ce qu'ils vont produire, ils vont prendre la majeure partie, ils vont nous laisser un petit peu. Le peu qui va nous rester là, c'est ça, on va prendre, on va dire, bon, on va nourrir nos populations, on va mettre ça dans les stations-service. Ça ne peut pas suffire à la population africaine. Ce qui va faire que ça va engendrer pénurie de pétrole. Et d'autres vont dire, mais nous, on produit pétrole ici, mais comment se fait-il que l'essence là, ça augmente, le prix augmente, et puis souvent ça manque, il n'y a pas de gaz. C'est ça, ce sont les répercussions. Et nos gouvernements vont dire, non, écoutez, on va trouver solution, mais ils ne vont jamais rien trouver. Ils ne vont rien trouver parce qu'il y aura des pressions sur eux. Et ils vont devenir tous des dictateurs. Parce que quand le peuple va voir que ça ne va pas, quand le peuple va être menaçant, eux aussi, ils vont aussi être menaçants. Ils vont mater le peuple. Parce que les Européens vont les soutenir dans leur matatage du peuple. Pour dire, mais lui là, il est là, il nous donne tout. C'est inadmissible, c'est inacceptable à ce qu'une révolution populaire renverse ces gens-là. Donc les Européens vont les soutenir pour que le peuple souffre. Et puis eux, ils vont tout prendre pour envoyer ça en Europe. Ce qu'on vivait auparavant, là, ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est maintenant même l'Africain va manger baisin. C'est maintenant l'Africain va manger gari pour dormir. C'est maintenant l'Africain va connaître la vie chère. C'est maintenant l'homme noir va connaître ce que c'est que l'esclavage dans son propre pays. C'est maintenant l'homme noir va commencer à courir sur la mer pour venir en Europe. Tout ce qui se passait à ce n'est rien. C'est maintenant ça va commencer. Le film là, le début du film, ça commence. D'ici 2023, l'Africain va connaître ce que c'est que la misère. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais les Russes, ce qu'ils viennent de faire, comme ça va faire augmenter le prix du pétrole. Parce que la Russie leur donnait le pétrole à un bas prix. C'est-à-dire si le baril leur coûtait 60 $ sur le marché international, ou bien 100 $ sur le marché international, un baril, la Russie donnait ça à 50 $ aux Européens. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, le baril du pétrole a augmenté. Je pense que ça coûte les 100 quelque chose de dollars. Mais la Russie donnait ça aux Européens à 50 $ ou à 60 $. Donc, le marché européen était un bon marché, mais aussi ça n'arrangeait pas trop les Russes. Parce que la Russie perdait. Pourquoi? Parce que la Russie disait que non, ils sont sur le même continent. Bon, même si la Russie, eux, ils disent la Russie, on pourrait dire la Russie est un autre continent et tout. Bon, la Russie dit, bon, ce sont nos partenaires, on a eu une longue histoire ensemble et tout. Donc, je ne peux pas leur vendre ce que j'ai trop cher. Donc, la Russie leur donnait ça à un prix bas. Ce qui fait que l'Europe était compétitive sur le marché international. Donc, l'Europe payait son énergie très moins cher. Et donc, elle produisait beaucoup de choses. Et donc, le marché européen était grand. Mais maintenant que l'Europe s'est en débarrassée de la Russie va dire, bon, ok, les autres pays qui vont vouloir acheter le pétrole, je vais vendre mon pétrole au prix global. C'est-à-dire, si le baril du pétrole coûte 100 $, je fais ça 100 $. Il n'y a plus une question d'arrangement entre Russie et Europe où ça coûtait 100 $, je donnais 150 $ aux Européens parce que nous sommes des partenaires, nous sommes des voisins. Non, ça coûte 100 $, tu payes ça 100 $. Donc les Russes
ils ne vont pas perdre. Ils vont réorienter leur marché ailleurs. Eux-mêmes, la Russie peut encore avoir beaucoup de partenaires. C'est-à-dire, la Russie peut casser le prix du pétrole. Si ça coûte 100 $, la Russie peut dire, bon, j'avais pour habitude de donner mon pétrole à 50 $ aux Européens ou à 60 $. Donc, si le baril du pétrole coûte 100 $, la Russie dit, bon, écoutez, vous qui avez besoin de pétrole, là, je fais pour moi à 70 $. Donc, ça veut dire moins 30 $. Même les pays africains vont aller là-bas. Il y aura des pays africains qui vont manquer d'essence, de pétrole. Quand leurs populations vont mettre pression sur eux là, sur leurs dirigeants, mais ils seront obligés de dire, ah, les Russes, s'il vous plaît, envoyez-nous carburant. On veut acheter. Donc la Russie va prendre ses gros navires pour mettre du pétrole dedans, aller garer dans des ports africains pour revendre, pour vendre son carburant à bas prix. Pour dire, bon, vous êtes des nouveaux partenaires, le baril coûte 100 $ sur le marché. Bon, écoutez, comme vous êtes des nouveaux partenaires, je vous fais ça au moins à 60 $. Donc, j'enlève 40 $. Mais écoutez, qui ne veut pas un truc bon prix, qui ne veut pas un bon business? Mais les gens vont courir, aller acheter ça en Russie. Donc, la Russie va remplir ses caisses, va gagner d'autres partenaires. Eux-mêmes, la Russie va influencer, parce que l'Arabie Saoudite seule ne peut pas se permettre de dire, moi je fixe le prix. Non, 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 c'est l'OPEP. Et dans l'OPEP, la Russie fait partie aussi de l'OPEP. Donc il y a l'OPEP en plus, la Russie y compris. Parce que la Russie a la capacité de briser le prix du pétrole sur le marché international. Donc l'Arabie Saoudite seule ne peut pas prendre la décision, j'ai fait ça comme ça. Si l'Arabie Saoudite dit le pétrole coûte 50 $, la Russie dit, bon écoute, pour moi ça coûte 30 $. Or les Saoudiens, ils leur font le pétrole pour survivre. Donc, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Avant de prendre une décision quelconque, ils vont aller voir Poutine. Pour dire, mais... Ada, viens. Pour dire, mais... Côté pétrole, le prix, on fixe à combien? Poutine va leur dire, bon, écoutez, on va fixer ça à temps. Et on va produire combien de nombre de barils par jour? Il va leur dire, bon, écoutez, vous allez produire, je ne sais pas, 400 millions de barils par jour, ou bien 100 millions de barils par jour. Moi, la Russie, je produis 80 millions de barils par jour. Voilà, on est quitte. Et ils vont fixer les prix comme ça. La Russie va gagner des partenaires. La Chine est là. C'est-à-dire le marché asiatique. Les Russes vont orienter leurs barils de pétrole là-bas. Le marché même du Moyen-Orient. La Turquie aussi veut du pétrole. La Turquie veut du pétrole. Donc les Turcs, ils vont acheter. Les Syriens vont acheter, même s'il y a pétrole qui est produit en Syrie, ben, les Syriens aussi ils ont besoin de pétrole. Les pays qui sont aux alentours de la Russie, ils vont acheter. Et je ne doute point que des pays africains commandent du pétrole chez Poutine. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Européens eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le pied aussi. Pourquoi? Parce que leur stratégie qu'ils ont mis sur pied, ils sont convaincus que l'Afrique leur appartient. Que l'Afrique est à eux. Et donc, ils peuvent faire n'importe quoi, ce qu'ils veulent sur le territoire africain. Mais si Poutine passe à l'offensive, si Poutine et Xi Jinping signent un contrat pour passer à l'offensive sur le continent africain, c'est-à-dire la Russie et la Chine visent les pays producteurs de pétrole sur le continent africain et font leur chasse gardée, c'est-à-dire chassent les pays occidentaux là-bas, l'Europe va s'effondrer. C'est-à-dire, j'ai cité des pays, si la Russie et la Chine font coalition pour dire, nous allons passer à l'offensive diplomatique. Nous allons tout faire pour que les régimes de ces pays-là puissent devenir des régimes alliés de la Chine et de la Russie pour être des anti-européens. Vous verrez que l'Europe va commencer à pleurnicher, l'Europe va commencer à supplier Poutine pour dire, bon, écoutez, la guerre est finie en Ukraine, on veut renouer des trucs, des partenariats gagnant-gagnant, on re-signe. Mais c'est parce qu'eux, ils sont convaincus, ils se disent que la Russie ne va pas les embêter sur le territoire africain, et donc ils pensent que tout est gagné. Mais si la Chine et la Russie lançaient une opération diplomatique puissante sur le territoire africain, pour leur faire comprendre que le prix du pétrole sur le marché c'est comme ça, et que les Européens vont payer ça comme ça, s'ils ne veulent pas,
Alors il y a des sociétés russes et chinoises qui vont exploiter ce pétrole pour permettre aux pays africains de payer ça à 50%, 50%. Vous verrez que les Européens, ils vont commencer à crier, ils vont commencer à pleurer parce que leur plan qu'ils avaient mis sur pied, ça a foiré. Ils vont dire, on n'avait pas prévu cela. C'est de ça que je vous dis. C'est de ça que je parle. Non, il reste la sanction du gaz et puis c'est fini. En dehors de ça, ils n'ont plus de sanctions. C'est-à-dire c'est le pétrole et le gaz qui étaient leur bombe atomique en matière de sanctions. Ils ont pris du côté du pétrole. Maintenant, il reste le gaz. Il reste le gaz. S'ils prennent la sanction contre la Russie en matière du gaz, c'est fini. L'Europe n'a plus de trucs de levier. N'a plus autre levier pour empêcher la Russie de faire quoi que ce soit. Donc, ce ne sont pas les sanctions qui vont empêcher les Russes. Déjà, pendant qu'ils prenaient les sanctions, les Russes ont trouvé d'autres partenaires en Asie et en Inde et tout. Avant, l'Inde ne payait pas son pétrole en Russie. L'Inde payait ça dans la main des Iraniens et puis trucs. Mais comme les Européens ont commencé à sanctionner les Russes et l'Inde veut soutenir la Russie, l'Inde allait signer des accords avec la Russie. Et même, ils viennent de signer un accord militaire avec la Russie aussi. Pendant que les Occidentaux mettent la pression sur les Indiens ont doublé leur achat de pétrole, ont multiplié ça. Et les Chinois ont multiplié ça. C'est une manière de soutenir l'économie russe en fait. Pour dire, mais si les Occidentaux ne veulent plus acheter, nous on est là, on va acheter. Et donc, ils signent des nouveaux contrats pour dire, le pétrole là, envoyez ça ici. Et les Russes, on leur donne ça à un bas prix. Mais c'est comme ces Occidentaux, ils sont hypocrites. Je me demande s'ils ne vont pas passer derrière pour aller acheter ce même pétrole russe là chez les Indiens. Je me demande, peut-être ils sont capables d'aller chez les Indiens pour dire, mais écoutez, achetez beaucoup, nous on va payer ça dans vos mains. Ils sont capables. Et devant les médias, ils vont dire, nous on ne dépend plus de trucs du pétrole russe. Mais derrière, ils sont capables d'aller voir les Indiens pour dire, mais écoutez, comme votre propre marché intérieur a besoin d'un nombre de barils par jour, multipliez le nombre de barils, vous achetez ça, nous on va acheter ça dans vos mains. Ils sont capables de le faire. Excusez-moi. Ils sont capables de le faire. Oui, c'est ce que je dis. Ils vont continuer leurs propres sanctions parce que parmi eux, il y a assez d'hypocrites. Donc, voici un peu ma première vision. Ma deuxième, le terrain militaire, ce qui se passe en Ukraine, j'ai appris qu'il y a eu certains généraux ukrainiens qui veulent abattre le président ukrainien. Et donc, le service de renseignement ukrainien, le SBU, a appris qu'il y a des généraux au sein de l'armée ukrainienne qui veulent abattre le président ukrainien parce qu'ils en ont marre. Il y a des grognes au sein de l'armée ukrainienne. Ils commencent à se plaindre pour dire qu'ils n'ont pas de matériel et que leur hiérarchie les a délaissés et ils n'ont aucun soutien. D'autres ne reçoivent plus leur salaire. Donc à un moment donné, ils en ont marre et qu'ils sont devenus des chairs à canon. Et donc les services de renseignement russes, j'ai appris que les services de renseignement russes sont en contact avec certains généraux ukrainiens pour abattre le président ukrainien et donner le pouvoir aux militaires ukrainiens qui sont modérés. Pas les régiments d'Azov ou les trucs comme ça. Mais les militaires modérés ukrainiens vont prendre le pouvoir. Ainsi, la Russie mettra fin à son opération militaire sur le terrain. Donc, c'est ce qui fait que l'armée ukrainienne recule. L'armée ukrainienne, elle recule. Parce qu'ils sont là, ils disent que c'est l'enfer vers le Donbass. Si tu n'as jamais vu l'enfer sur terre, il faut aller vers le Donbass. D'autres disent que l'armée russe n'a plus assez de trucs d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de soldats, mais la guerre, on n'a pas besoin de beaucoup de soldats pour gagner une guerre. Je vais vous le dire.
Pour gagner une guerre, on n'a pas besoin de beaucoup de soldats. On a besoin de matériel de qualité. C'est le feu qui fait la différence. Je prends un exemple. Imaginons un terroriste qui se trouve dans une maison. Et vous, qui voulez libérer la maison, vous avez des pistolets. C'est un exemple. Vous avez des petits pistolets. Et avec les pistolets, vous voulez déloger le bandit qui est dans la maison. Mais imaginons que le bandit qui se trouve dans la maison, il est lourdement armé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de trucs comme des pistolets, mais les armes qu'il possède avec lui, autour de lui, il a des missiles portatifs, c'est-à-dire des RPG, il a toutes sortes de missiles. Donc, il lui suffit de viser la fenêtre, là où vous êtes, il lance, il a des trucs comme des obus et tout, et puis il est là-bas. Donc, il lui suffit de lancer, ça explose douille, ça vous tue. Oh, vous êtes 10 et lui, il est seul. Mais l'armement dont il dispose, ça fait la différence. Ça fait que vos petits pistolets là ne peuvent pas l'effrayer. Qui va fuir entre lui et vous? Qui fuira? Si lui, il a des obus, il a des grenades à main, il a des lance-roquettes, et puis il est là. Et vous, vous êtes dehors, vous avez des petits pistolets. Mais qui fuira? Mais c'est vous qui allez fuir. Il suffit que un obus tombe entre vous, mais tiens, vous 10 là, c'est fini pour vous. Douille, tout le monde meurt. En votre pistolet, vous allez tirer, lui il se cache quelque part dans la maison, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, sur le terrain militaire, ce n'est pas le nombre d'hommes qui fait l'affaire. Sinon, si c'était le cas, l'Ukraine allait remporter la victoire vite fait. L'Ukraine, il y a longtemps, l'Ukraine allait déjà chasser les Russes, aurait déjà chassé les Russes sur le territoire ukrainien. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a décrété l'état d'urgence. Et donc, l'état ukrainien est en guerre, ce qui veut dire que l'état ukrainien a mobilisé toute la jeunesse ukrainienne. À partir de 18 jusqu'à 60 ans, tout le monde est mobilisé, même y compris les femmes. Ainsi que les mercenaires qui viennent aussi ajouter. Des forces de l'OTAN déguisées en volontaires qui s'y ajoutent. Donc, ce sont des millions d'individus qui sont armés en Ukraine, qui font face à 150 000 individus russes. Mais pourquoi les 150 000 individus russes, ils parviennent à faire fuir des millions de soldats armés jusqu'à ils perdent des villes de 100 millions d'habitants, de 400 millions d'habitants. De 100 000 habitants, de 400 000 habitants. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est la différence, c'est l'armement. Vous devez le comprendre. Les Russes ne sont pas nombreux. Mais l'armement qu'ils possèdent, ça fait la différence. Donc les Ukrainiens, qu'ils soient 1 milliard, qu'ils soient 2 milliards à tirer sur le terrain, quand le déluge de feu, quand ça pleut, quel que soit le nombre, ils jettent leur calache et puis ils prennent la fuite. Ça court. Parce que devant les balles, que vous soyez nombreux, vous ne pouvez pas. Si vous voulez foncer, c'est un génocide total. C'est une bouchée humaine. Donc les 150 000 personnes russes qui sont à l'est de l'Ukraine, face à ces 150 000 hommes, soldats, il y a des millions de soldats ukrainiens, mais qui fuient devant les 150 000 individus. Ça, c'est une leçon de guerre que les gens doivent étudier. Oui, les gens doivent étudier ça, c'est une science de guerre. Pour dire qu'un pays n'a pas besoin d'avoir des milliers de soldats pour gagner une guerre. Une guerre se gagne par rapport à la qualité de l'armement et la puissance de feu dont détient chacun. Donc, comme la puissance de feu se trouve du côté de la Russie, les Ukrainiens, ils sont nombreux, que malgré leur supplétif des messes, ils ne pourront pas, ils vont fuir toujours. Ils vont fuir toujours. Or, la tactique occidentale dit que lui qui attaque, il doit être plus nombreux que celui qui attaque. C'est pas ce qu'on vous explique. Que non, les Russes, quand ils doivent attaquer une ville, ils doivent être dans la ville. S'il y a au moins 17 000 militaires ukrainiens, si les Russes doivent attaquer cette ville, il faudrait que les Russes soient au moins 30 000 militaires.
pour pouvoir réussir à faire tomber la ville. Mais ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas ce que les Russes font. Ce n'est pas ce que les Russes font. Soveronetsk, Donetsk, là, il y avait au moins 10 000 militaires ukrainiens. Ceux qui ont attaqué là, qui ont pénétré, ils sont 7 000 seulement. Donc il y a 3 000 militaires ukrainiens de plus. Mais les 7 000 qui ont attaqué la ville, ils sont en ce moment où je vous parle, ils sont déjà au centre-ville. Les 10 000 militaires ukrainiens sont en train de fuir. Chacun se cherche. Mais comment se fait-il qu'ils sont nombreux? Hein? Ils sont nombreux. Mais dès lors que les militaires russes pénètrent, ils commencent à fuir. C'est parce que les Ukrainiens eux-mêmes ils parlent. Ils disent que la Russie, les militaires russes déversent une puissance de feu jamais vue. Que depuis 2014, ils font truc, hein, ils combattent. Mais ce qu'ils voient au Donbass en ce moment-là, c'est l'enfer. C'est un déluge de feu. C'est un feu qui est très ardent. Et que les endroits sont pilonnés 24 heures sur 24 heures. Ce qui fait qu'ils sont obligés de replier. Ils sont obligés de fuir. Parce que même quand les anciens fuient, ils envoient une nouvelle équipe pour faire front. 5 minutes seulement, il y a déjà plusieurs blessés. Ils sont obligés de prendre les blessés pour fuir. Et souvent, il y a plusieurs morts. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à les empêcher. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi? Mais c'est l'artillerie. La Russie est la première puissance en matière d'artillerie. Il n'y a aucun autre pays qui dispose, qui a une puissance de feu dans l'artillerie que la Russie. Pourquoi les pays africains, ils n'achètent pas l'artillerie russe? Je ne comprends pas. Pourquoi les pays africains n'achètent pas l'artillerie russe? Et puis quand ils veulent acheter, hein, c'est les vieux hélicoptères là, Mi-24, hein, les vieux chars, les T-72, c'est ça ils achètent. Mais il y a des vraies artilleries. Il y a les lance-missiles multiples, les grades, il y a Thor, hein, EA, il y a Smash, il y a Ouragan. Tous ces missiles, vous ne voyez pas ça. C'est ça qui fait la différence sur le terrain. C'est ça même. Les mercenaires américains, ceux qui se disent qu'ils sont des guerriers, des guerriers, hein, dont on parle toujours, les guerriers militaires américains, eux-mêmes ils fuient. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu une puissance de feu. Ils font la guerre, mais ce qu'ils voient là-bas, là, d'autres sont rentrés en Amérique. Ils ont fui le front. Ils sont partis en Amérique parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ce qu'ils font en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, ça, ce n'est pas la guerre. Devant des gens qui portent des babouches, mais là, ils affrontent les Russes, les Kekens. Les Kekens sont sur terrain. Les Djaïds vont dire quoi? Ils fuient. Chacun. Ils ont montré l'endroit même. Ils ont enlevé leur tenue militaire. Ils ont montré d'autres. Ils ont mis rouge à lèvres. Ils ont porté des robes comme des femmes. Ils ont rasé leur barbe. Chacun veut fuir. D'autres, malheureusement, on les a attrapés. Ils sont dans le talon. Militaire qui porte un talon, qui met rouge à lèvres. Vous comprenez que c'est chaud. Donc, viens. Viens, Mimi. Viens. Ah, bravo. Viens. Viens, viens. Oh, viens. Donc, sur les plateaux de télé, on vous dit les Ukrainiens gagnent, mais la réalité là, c'est autre chose. La réalité, c'est autre chose. Ça fuit, ça court. Donc, c'est une technique de guerre que les pays africains devraient étudier. C'est-à-dire être en infériorité humaine. Mais on peut gagner la guerre face à ceux qui sont nombreux. Pourquoi? Si vous avez la puissance de feu dans votre camp. Et c'est ce que les Russes font. Ils frappent avec l'artillerie. C'est-à-dire 10 personnes peuvent avoir au moins 10 lance-missiles. Et ces 10 personnes-là, quand ils commencent à frapper, on dirait qu'ils sont 1000. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire qu'ils sont 10, hein? Ils ont 10 lance-missiles multiples. Et puis ça y est là, ils alignent ça comme ça. Et puis ils chargent, ils prennent le temps, ils chargent. Au moins,
Ils chargent, même si c'est 20 lance-missiles multiples, ils prennent le temps, ils chargent tous les 20. Maintenant, quand ils commencent le déluge de feu, douille. Donc, le camp en face pense que c'est 1000 personnes qui sont en train de les attaquer. Pourtant, c'est 10 personnes qui les attaquent. Et donc, ils sont obligés de fuir. Ils disent, oh, mais ils sont nombreux, ils viennent. Oh, mais le feu est fort. Ils sont nombreux. Pourtant, c'est 10 personnes qui sont en train de frapper au moins 3000 personnes. Et les 3000 personnes sont obligées de fuir parce que le feu est tellement ardent qu'ils ne peuvent pas supporter. S'ils veulent rester, ils vont tous au périr. Et c'est ce que la Russie fait sur le terrain. Elle frappe avec l'artillerie. Elle détruit tout. Personne ne peut résister. Ils sont obligés de battre en retraite. Et quand ils battent en retraite, les chars rentrent. Est-ce que vous voyez encore? Les Ukrainiens disent, on a détruit les chars, tel nombre de trucs. Non, ils ne font plus ça. Parce qu'au début, les Russes ne voulaient pas utiliser l'artillerie en fait. Les Russes ne voulaient... C'était une opération spéciale. Toujours c'est une opération spéciale. Mais les Russes ne voulaient pas détruire l'Ukraine. Donc les Russes rentraient avec des chars de guerre. Mais les Occidentaux ont rempli, ils ont donné des trucs, des missiles anti-chars à l'Ukraine, des milliers de trucs, de tonnes. Et ils ont détruit beaucoup de chars russes. Poutine a dit, bon écoutez, histoire de chars là, laissez ça de côté. Utilisez les trucs, les systèmes de missiles multiples. Vous allez balayer le chemin, les chars vont rentrer. Les chars là, hein, c'est dans les villes. Combat rapproché. Vous utilisez les chars, mais avant de pénétrer la ville, s'ils ont mis des trucs, des bétons armés, s'ils ont dit, il y a notre zone de fortification à Tia, utilisez l'artillerie. Limez-moi tout ça. Donc la Russie utilise plusieurs sortes d'artillerie. Quand ça déverse sur la ville, à Tia, c'est le feu, tu n'arrives pas à respirer. Tu respires l'air chaud. Ça brûle dans tes yeux, tu cours. Ils sont obligés de fuir leur position. Et quand ils fuient, les chars rentrent. Et quand ça rentre maintenant, le Terminator, il est dans les rues. Combat rapproché. Il n'y a pas histoire de trucs comme missile anti-tank qui va briser ça. Tu lances un missile anti-tank, le char même, il y a des trucs, des anti-systèmes, anti-trucs. Voilà. Quand tu lances le missile, le char lui-même, il détruit le missile. Donc, le char là, il ne peut pas être détruit par un missile anti-tank. Ce n'est pas Kalachnikov qui va détruire aussi le char. Donc, le char est sur terrain. Toi-même, tu es dans l'immeuble. Quand ça arrose l'immeuble, tu descends, tu commences à courir. Donc, les Ukrainiens, d'ici, après-demain, ils vont perdre leur souveraineté. À moins qu'ils rentrent au sous-sol là-bas. Parce qu'il y a une usine qu'on appelle Azotal. S'ils rentrent là-bas, ils vont les attraper là-bas. Mais je ne pense pas qu'ils sont tellement bêtes, ils sont gaous pour rentrer là-bas. Ils seront obligés de fuir. Ils vont fuir, ils vont se chercher pour ne pas qu'ils meurent ou bien pour ne pas se faire prisonnier. Et donc, d'ici demain, après-demain, la ville va tomber. Ça va être totalement dans la main des Russes. Et les Russes vont passer à une autre ville. Ils vont les repousser un à un. Quand ils vont prendre le Donbass, vous verrez, ceux qui disaient que non, la Russie ne peut pas conquérir Odessa, non, la puissance militaire russe. Aujourd'hui, ils commencent à douter. Ils disent, ah, après le Donbass, ça sera quel autre ville? Mais je pense que ça va être Kharkiv. Parce que Kharkiv, quand le président ukrainien est parti là-bas, il a déployé un bataillon de représailles. C'est-à-dire, ceux-mêmes pour lesquels Poutine a pénétré en Ukraine. C'est-à-dire les gens qui étaient à Azovstal. Hein, les gens qui sont fanatiques des nazis. Le président ukrainien les a déployés à Kharkiv. Or, Kharkiv est une ville non loin de la frontière russe, à Tia. Donc, Poutine, quand il va apprendre, il a déjà appris qu'ils ont déployé un bataillon là-bas de représailles. Il va dire, mais si vous finissez le Donbass, allez-y libérer Kharkiv. Parce que ces individus-là, c'est eux que je cherche. Je veux dénazifier. Donc, ce sont des nazis. Je ne peux pas les laisser dans une ville frontalière de la Russie. Donc, la prochaine cible, vous verrez, Kharkiv sera attaqué à cause de ces bataillons. Parce que les Russes avaient épargné cette ville. Mais comme le président en question, il pense que, voilà, Kharkiv lui tient beaucoup à cœur. Il a mis ce bataillon-là. C'est ça qui va pousser les Russes à aller là-bas. Sinon, la prochaine cible allait être Odessa. C'est Mykolaïev, limé là-bas jusqu'à Odessa. Mais comme ils ont mis un bataillon de représailles
Et c'est ce bataillon-là, la Russie cherche sur le territoire ukrainien. Et donc, comme il est logé maintenant à Kharkiv, la Russie va aller là-bas. Non, oui, en fait, l'Ukraine demandait des missiles, des lance-missiles multiples. Lance-missiles multiples, ça veut dire quoi? Les systèmes grades, c'est-à-dire les orgues de Staline. Des gens, ils connaissent ça sur ce nom-là. Orgues de Staline, ça y a pas. Il y a Smesh, c'est leur grand frère. Il y a Grad, c'est autre qualité. Mais c'est toujours dans la même gamme. Il y a Ouragan. Voilà, il y a un autre qui s'appelle Ouragan. Vous comprenez les noms. Les Russes, ils donnent des noms bizarres. C'est autre gamme. Donc ça dépend des trucs déportés en fait. Il y a d'autres qui sont à 80 km de portée. Tu es ici, tu lances le missile, ça frappe des cibles à 80 km. Il y a d'autres, c'est-à-dire le Thor 1A, lui, il a eu une portée de 6 km à 5 km. Donc c'est pour quelqu'un, il est là. Donc quelqu'un, il est là, il a des fortifications, tu veux détruire les trucs. Les Russes utilisent le Thor 1A. Donc ce sont les missiles thermobariques. Quand ils lancent, ça fait du feu partout et ça prend l'oxygène et ça dégage une chaleur pas possible à dire. Si tu es dans le trou, tu dis non, tu es dans une zone fortifiée, toi-même tu quittes ton trou, tu cours parce que c'est chaud. Tu ne quittes pas, c'est la mort. Tu vas mourir étouffé. Et donc du coup, ils ont ces différentes sortes de trucs de missiles. Mais ce sont ces genres de missiles dont Zelensky réclame aux Européens et ce sont les Américains qui ont ça en fait. Parce que les Français, ils n'ont pas ça. Les Français, c'est qu'ils ont, c'est un canon César. Ils ont envoyé canon César, ça ne fout rien en Ukraine. Donc, ils ont tellement parlé de ça. Le César. Voilà, en Ukraine, ils ont envoyé ça là-bas. On dit, ça fait 45 km. Ça ne fout rien. Malgré ils ont les César, ils fuient à terre. Ils fuient. Donc les Ukrainiens, ils voient que le César, ça ne fout rien. C'est pas parce que les Français pensaient qu'avec le César, ça allait changer. Je viens. Les Français pensaient qu'avec le César, ça allait changer le game. Ils allaient dire, game is over. Mais malheureusement, ça ne fout rien. Au contraire, ils ont les César et puis ils fuient. Donc, ils ont demandé à Biden pour dire il faut donner des missiles, lance-missiles multiples. Et donc, ils ont MRLS. MLS. Les Américains, ils ont leurs lance-missiles multiples. D'autres font 100 km, d'autres font 300 km et tout. Et ils ont réclamé ça pour frapper des territoires russes. Voilà leur gamin, les Ukrainiens. Parce que c'est Boris Johnson, le premier ministre anglais, qui a dit non, il faut ces gendarmes pour frapper les territoires russes. Bon, l'Amérique, le Congrès américain a voté, a donné son accord pour que l'Amérique donne ces gendarmes. Donc l'ancien président russe, Medvedev, c'est comme ça on l'appelle, non? Medvedev a fait un tweet pour dire, Biden a refusé. Il a dit, s'il donne ses gendarmes, ça va frapper les territoires russes. Or, c'est ça la ligne rouge de Poutine. Que si les Ukrainiens utilisent des armes occidentales pour frapper des intérêts vitaux de la Russie va considérer cela comme une déclaration de guerre. Comme quoi les Occidentaux ont déclaré la guerre à la Russie. Donc la Russie répondra. Donc le président Medvedev a fait un tweet quand l'autre Biden a dit il ne va pas donner ses gendarmes. Il dit au moins il y a encore des gens qui sont sages en Occident. Et que si jamais il donnait une telle arme et que ces armes sont utilisées pour frapper le territoire russe, la Russie frappera les centres de commandement criminels. Et ces centres de commandement ne sont pas seulement en Ukraine. Et qu'en dehors de l'Ukraine, il y a des centres de commandement dans les autres pays
de l'UE. Et donc la Russie sera dans l'obligation de frapper ses centres de commandement pour tuer ces criminels qui donnent l'ordre aux soldats de Kiev de tirer sur le territoire russe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si les Américains donnent ces gendarmes, c'est-à-dire à portée de 300 km ou 100 km ou 80 km, et que les Ukrainiens utilisent ces armes pour frapper, c'est-à-dire des usines russes, tuer des citoyens russes, c'est comme c'est l'Amérique qui dit tenez, tuer les Russes. Et donc à ce moment-là, la Russie va riposter, peut-être frapper le territoire américain. Ah oui, parce que c'est une déclaration de guerre, ou frapper les territoires de l'OTAN. C'est ce que Medvedev a fait comprendre. Et donc c'est ce qui a fait, parce que Poutine a dit c'est une ligne rouge. Si les armes occidentales frappent les territoires russes, la Russie va riposter pour frapper les territoires occidentaux. Et donc, c'est une ligne rouge. Voilà pourquoi Biden a refusé d'envoyer ses gendarmes pour éviter que l'OTAN rentre en guerre. Que l'OTAN rentre en guerre contre la Russie. Donc voici un peu. Donc voilà pourquoi l'Amérique a refusé de donner. L'Amérique dit non, elle ne va pas donner ses gendarmes parce que si elle franchit le pas, voilà, c'est une déclaration de guerre totale avec la Russie. Et donc on rentre dans une autre dimension, dans une autre truc, level, dans un autre level. Et donc ils sont conscients, les Occidentaux sont conscients. Donc les armes qu'ils donnent, ce sont des armes pour limiter, pour que les Ukrainiens se défendent sur le territoire ukrainien. Mais s'ils donnent des armes dans le seul but de frapper le territoire russe, c'est comme si l'OTAN frappait le territoire russe. Donc la Russie va voir ça comme une déclaration de guerre. Tu ne peux pas, je ne peux pas rester là, tu as frappé ma maison, tué mes enfants. Donc si les Ukrainiens veulent frapper le territoire russe, ils n'ont qu'à prendre leurs propres armes, fabrication ukrainienne, pour frapper le territoire russe. Ça, il n'y a aucun souci. Mais si ce sont des armes occidentales qu'ils veulent utiliser pour frapper le territoire russe, ça sera considéré comme une déclaration de guerre envers la Russie. Et donc la Russie se réserve le droit de frapper les territoires européens. D'où le refus de Biden de donner ces gendarmes à l'Ukraine. Voilà. Donc voilà un peu. Et le jour où il va franchir le pas, dites-vous que on va dans un monde dangereux et que les jours à venir risquent d'être des jours dangereux. Oh mais qui va investir en Ukraine? Il n'est même pas sûr de truc. L'opération avance. Les gens ne sont même pas sûrs que le pays va appartenir aux Ukrainiens ou à la Russie, et puis ils demandent déjà, ils n'ont qu'à venir investir. Mais qui est Gaou? Lui-même, il rigole. Ils vont pas, même les Occidentaux n'ont pas qu'à d'aller investir en ce moment. Aller construire des trucs. Non, ils n'ont même pas qu'à. Ils vont attendre parce qu'ils ne savent pas. Est-ce que l'Ukraine va toujours rester l'Ukraine ou la Russie va prendre une très grande partie? Ils ne savent pas. Donc, ils s'en vont investir là. Ils vont investir dans quoi? Et où? Dans quel endroit? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention. Ils vont rien donner truc. Voilà, ils ne vont pas investir. Il n'a qu'à rester là, dormir debout. Il ne va pas obtenir les armes dont il a besoin. Et son armée est en train d'être fragilisée. Ils sont là, les Russes sont là, détruire l'armée ukrainienne petit à petit. Et à un moment donné, l'Ukraine n'aura plus d'armée. Non, bon, les Européens, ils ne peuvent pas. S'ils pouvaient, il y a longtemps, ils seraient déjà rentrés en guerre. Ils ont donné les armes, ils ont tout fait. Ils pensaient que les armes allaient changer la donne sur le terrain. Mais ils voient que les Russes avancent. Donc, c'est une humiliation, c'est une manière de dire, bon, comme sur le plan militaire, on n'arrive pas à arrêter, à empêcher la Russie d'atteindre ses objectifs ou bien ses buts, alors on va passer sur le plan économique. Parce que pour eux, ils sont convaincus qu'économiquement parlant, ils vont détruire la Russie. Mais militairement parlant, eux-mêmes, leur cœur n'est pas témoin. Eux-mêmes, ils doutent en fait. Ils se disent, militairement parlant, est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on peut détruire la Russie? Donc, ils ne sont pas sûrs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bon, comme sur le plan militaire, rien n'est garanti qu'ils remportent la victoire envers la Russie, et ils craignent leur autodestruction, alors il faut passer sur le plan
économique pour anéantir l'économie russe. D'où une déclaration de guerre économique totale contre la Russie. Mais est-ce qu'ils vont gagner cette guerre? Ils ne vont pas gagner cette guerre. La Russie va sortir renforcée et ça va pousser la Russie à inventer d'autres technologies. Parce que c'est quand tu es opprimé, tu es oppressé. Mimi, viens. 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 Tu t'es blessé? Oh, tais-toi. Bon, je vous aime, mais je vous remercie infiniment. Passez une très bonne soirée et on est ensemble.